chimie verte. La chimie verte est une discipline qui a pour objectif de trouver des alternatives permettant de réduire et éliminer l'usage de substances toxiques pour l'environnement. Il faut donc minimiser un maximum le danger et augmenter l'efficacité des pratiques chimiques actuelles. Elle se base sur 12 principes que vous pouvez voir ci-dessous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 2 exemples de la chimie verte qui reposent sur les 3 principes suivants. Premièrement, la conception de méthodes de synthèse moins dangereuses. Deuxièmement, l'utilisation de solvants et auxiliaires moins polluants. Et finalement, la fondation d'une chimie plus fiable. Tout d'abord, l'électropolissage des métaux. Comme le nom l'indique, cela concerne le polissage des métaux par l'électricité. L'intérêt de faire cette manipulation est d'essayer d'avoir des métaux brillants avec un aspect miroir. Pour cela, on va rendre notre surface rugueuse toute lisse et brillante. Actuellement, nous utilisons des substances telles que l'acide fluorhydrique, qui est un acide très dangereux qui provoque des brûlures de peau et parfois même des intoxications mortelles. Dans le cas du titane, nous utilisons aussi l'acide phosphorique et l'acide sulfurique qui dégagent tous deux des gaz corrosifs et toxiques pour l'environnement. De plus, des additifs tels que l'oxyde de chrome qui sont utilisés pour rendre la réaction plus efficace sont nocifs pour l'être humain. La chimie verte a permis de découvrir une alternative moins polluante qui est le solvant eutectique profond CHCl-PG. Cette substance est préparée à partir de chlorure de choline qui est un composé solide non toxique courant dans l'alimentation animale et de propylène glycol, un solvant liquide et visqueux utilisé dans le domaine pharmaceutique et dans certains produits cosmétiques. Un solvant eutectique profond est un mélange qui se comporte comme un corps pur, c'est-à-dire comme une seule espèce chimique. On va maintenant citer quelques avantages d'un tel mélange. Premièrement, il est liquide à température ambiante, ce qui facilite son utilisation. De plus, la synthèse de ces solvants est facile et propre. Comme vous pouvez le voir, il suffit de mélanger les deux composés dans les proportions adéquates en chauffant à 60 degrés jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène incolore. Nous allons maintenant mettre en place un circuit électrique. Nous avons ici une contre-électrode cylindrique de platine. Celle-ci assure le passage du courant dans le circuit et sa mesure. Nous avons ensuite notre lame de titane corrodée qui est représentée par la couleur bleue. Elle joue le rôle de l'électrode de travail où a lieu la réaction d'intérêt. Le solvant eutectique profond est utilisé comme électrolyte dans notre expérience. Qu'est-ce qu'un électrolyte ? Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'électrolyte est une solution où baignent nos deux métaux. Elle permet le passage du courant électrique par déplacement de charges positives ou négatives. Enfin, les deux métaux sont reliés au générateur par des fils électriques pour compléter notre circuit. Quand nous allons fixer le potentiel, nous aurons une dissolution des charges positives sur la lame de titane. Le titane corrodé est dans ce cas le titane pur avec une couche d'oxyde de titane TiOX qui est la surface bleue relativement épaisse et rugueuse. L'objectif de l'électropolissage est donc de diminuer cette rugosité. Les charges Ti4+, présentes sur la couche d'oxyde, sont ensuite dissoutes en solution. Le chlorure Cl-, présent dans la solution eutectique, va réagir avec la couche de charge positive Ti4+, pour former des espèces solubles. Cette réaction se nomme la dissolution anodique, qui permet ainsi d'obtenir un aspect miroir et retrouver notre métal natif. On retient donc que notre métal va se dissoudre en solution, pouvant ainsi se débarrasser de la couche d'oxyde bleu à sa surface. On observe ici l'évolution de la réaction qui a lieu pendant 40 minutes. Nous obtenons ainsi une lame de titane propre à la fin de l'expérience. Passons maintenant à la deuxième expérience qui est la synthèse du biodiesel. Les huiles de cuisson usagées bouchent les canalisations et diminuent l'efficacité du traitement de l'eau courante en asphyxiant les bactéries chargées d'épurer l'eau. Il est donc d'intérêt de s'occuper de ces déchets. Nous explorons ici une manière de valoriser ces huiles de cuisson. Nous pouvons les transformer en carburant, le biodiesel. La réaction chimique responsable de cette transformation est appelée une transestérification. Nous faisons réagir l'huile avec un composé chimique de la famille des alcools, le méthanol. Cependant, cette réaction est lente. Nous allons accélérer le déroulement de la réaction en ajoutant une base, l'hydroxyde de sodium, aussi connu sous le nom de soude caustique. Ce composé va donc servir de catalyseur. Voici les différentes étapes de sa fabrication à partir d'huile usagée. Dans un premier temps, nous dissolvons la soude caustique dans le méthanol. Nous mélangeons donc le méthanol avec la soude jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. La réaction qui se produit dans ce cas-là est la déprotonation. Notre base, le NaOH ou soude caustique, vient arracher un hydrogène de l'alcool. La deuxième étape est le mélange avec l'huile de cuisson. Nous faisons chauffer notre huile à une température de 60 degrés Celsius pour optimiser le rendement de la réaction. L'oxygène de notre alcool, à présent libéré de son hydrogène, peut attaquer l'huile de cuisson. L'huile appartient à une famille de biomolécules, les triglycérides. Ces molécules portent des fonctions esters, ce sont elles qui sont attaquées. Cette réaction est une transestérification. On a un ester au début et un ester à la fin, mais ce ne sont pas les mêmes. Ainsi, via la transestérification, on obtient une molécule ayant de nouvelles propriétés physico-chimiques. À présent, il faut procéder à la séparation des phases.
Nous obtenons en effet deux produits. Le premier est le glycérol, un composé à usage pharmaceutique et faiblement toxique. Le second est notre nouvel ester, le biodiesel. Nous devons maintenant les séparer. Ceci est facilement réalisable car les deux n'ont pas la même densité. Le glycérol est situé en dessous du biodiesel. On sépare ensuite les deux phases à l'aide d'une ampoule à décanter. Pour finir, nous testons notre produit. On observe bien la combustion de notre biodiesel, notre carburant est prêt à l'emploi. Merci encore d'avoir regardé notre vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Au revoir!